Je relance cette deuxième partie de matinée qui va être finalement courte, qu'on va consacrer à la conclusion. Les étudiants vous remercient parce qu'il n'y avait pas besoin de vous proposer tout un tas de diapos pour relancer ni de questions, puisque vous avez répondu à l'ensemble de leurs questions par vous-même. Donc c'était très intéressant de le penser comme ça. Juste donc, on avait comme intention de vous présenter ce qui ressortait de l'enquête du côté des causes de la perte de sens dont vous avez été, vous êtes fait l'écho, puisque globalement quand même ce qui ressort c'est cette logique gestionnaire et ce manque de moyens dont vous avez beaucoup parlé et que vous vivez de manière différente chacun. Même si, comme vous le dites, souvent ce qui ressort en fonction des métiers, des professionnels de proximité, c'est quand même aussi la difficulté des situations. Et effectivement, le besoin a augmenté depuis plusieurs années et la complexité des situations aussi. Vous avez aussi parlé de la question de la reconnaissance. Alors, on n'a pas forcément parlé beaucoup de la question de la rémunération, mais on a surtout parlé de la question de la participation aux orientations avec effectivement cette contradiction entre les attentes qui sont quand même fortes dans l'enquête. Ça ressort assez fortement d'avoir envie, en tout cas, de participer à des transformations et en tout cas à participer à des nouvelles orientations. Et puisque vous évoquez aussi la contradiction parce qu'on attend aussi des conforts d'organisation individuelle qui parfois ne sont pas toujours compatibles avec la mission qui est confiée. Hop. Nous, ce qu'on voulait vous témoigner, c'est que, à travers l'enquête, mais aussi la table ronde, le management revenait sous de deux manières. En fait, la première, c'est qu'il repérait que les managers, c'était ceux qui pouvaient aussi participer à la reconnaissance des professionnels par le retour qu'ils pouvaient leur faire. Et ils étaient beaucoup dans l'attente que les institutions reconnaissent ce qu'ils faisaient et les éléments. Et puis, ils étaient aussi en attente de ce que vous avez énoncé plutôt à la fin, de ce besoin de cadre et de cohérence, parce qu'aujourd'hui, a-t-on réellement les moyens de les faire participer ? Ça ne s'improvise pas, et on est peut-être même, nous, en tant que cadre, porteurs aussi d'une certaine forme d'injonction. Le management a un impact, on ne va pas y revenir, sur les équipes, mais sur vous aussi. Et ça, on l'a bien senti, avec beaucoup la question de la ressource humaine, en tout cas, de la gestion des équipes, qui est primordiale, et de se tenir vraiment à leur côté. Les effets de la perte de sens, vous les avez tous plus ou moins énumérés, mais vous avez fait part aussi des difficultés ou des malaises. Alors, vous ne l'avez pas énoncé comme ça, les malaises des professionnels de vos équipes, auxquels vous essayez de répondre. Et donc, face à l'ensemble de ces effets, ce qui nous a paru aussi important, c'est d'essayer de trouver finalement, face à tous ces défis pour demain, quels pourraient être les leviers. Et dans un des leviers que cette promo a évoqué, ou en tout cas avait envie d'interroger, c'est la question de la place de la recherche pour vous. Et puis peut-être quelle place vous imaginez de la recherche pour le travail social et les futurs professionnels. Allez. Peut-être déjà démarrer sur, finalement, qu'est-ce qu'on met, selon vous, derrière le terme de recherche ? Alors moi, par exemple, j'ai jamais été à la fac. Donc moi, c'est quelque chose qui est complètement étranger pour moi, parce que surtout, je voulais pas y mettre les pieds. Mais c'est quelque chose que je croise parce que dans notre secteur et aujourd'hui sur Montpellier, il y a la mise en place d'une action sur laquelle vous avez certainement participé qui s'appelle la Nuit de la Solidarité et le montage de l'Observatoire du sans-abrisme, en tout cas de ses prémices. Peut-être vous en avez entendu parler par notamment Marion Lièvre qui est chercheuse de métier et qui se colle à cette mission depuis 2 ans, mission qui traverse aussi le champ de travail de l'association pour laquelle je travaille, puisqu'on a une mission d'observation sociale. Et cette question de la recherche, c'est comment elle s'articule. En fait, on a déjà des langages qui sont différents. Le langage universitaire et le langage professionnel, je dirais même le jargon, parce que franchement, des fois, le langage, il aurait fonction d'être compris. Le jargon, c'est comment on se parle entre nous. Déjà, nous, il faudrait qu'on fasse cet effort de langage. Et comment, pour moi, la recherche, elle vient
avoir besoin de temps, et peut-être c'est un des aspects qui permet de redonner du sens, ou en tout cas de cultiver le sens, c'est de pouvoir prendre le temps. C'est un peu ce que vous évoquiez aussi, et ce à quoi on a répondu, sur le temps qu'on peut prendre pour observer et rendre compte d'une action autrement que par des tableaux Excel et chiffrés comme on nous rabat les choses. Mais c'est aussi quelque chose de pas évident, parce que ça veut dire qu'il faut parler de sa pratique et accepter qu'il y a aussi des gens qui en parlent à notre place et qui en parlent d'une autre place et qui définissent les choses un peu autrement que comme nous on les définit, alors qu'on nous a plutôt appris à être professionnels et experts de nos métiers, de définir qu'est-ce qui s'y fait. Et pour moi aujourd'hui, si au départ j'étais assez réticente sur cette question de l'observatoire et de la recherche et que je comprenais pas trop ce que la MSH, pour le coup quelqu'un qui est à la MSH venait faire là, moi je dirais qu'aujourd'hui à 2 ans de notre pratique, moi je parle encore pas le langage de la recherche, mais où en tout cas il y a des choses qui s'objectivent un peu pour le public qu'on accompagne et qui viennent peut-être nous pas remettre en cause notre expertise, mais en apporter une complémentaire qui a un point de pensée et un temps de pensée. Le temps il est différent, alors des fois ça s'accorde pas bien, mais au final peut-être c'est un chemin qu'on peut faire. En tout cas, moi je fais cette expérience-là dans mon poste aujourd'hui et je trouve ça plutôt complémentaire, et le prérequis que j'y mettrais aussi, c'est comment la recherche elle vient s'intéresser aussi au système dans lequel on fonctionne et au langage qu'on y a créé, etc. Alors du coup, là c'est bon. Je vais essayer de ne pas bouger le micro. Alors paradoxalement, on parle beaucoup de la protection de l'enfance, mais il n'y a pas beaucoup de... Enfin, en tout cas, il n'y a pas vraiment eu, au fil des années, des temps forts de recherche. Il y en a là dernièrement qui ont été faits sur l'attractivité des métiers, justement, sur le taux d'encadrement aussi, puisqu'on est allé vers l'État pour essayer aussi de faire remonter la nécessité des taux d'encadrement. Sur les salaires, bien sûr, donc des éléments de recherche aussi, sur la nécessité d'augmenter, de revaloriser les salaires. Il faut savoir qu'on est soumis à des conventions collectives, que ces conventions collectives sont différentes en fonction des secteurs et que aujourd'hui, donc quand vous rentrez en convention collective, par exemple 51, sur laquelle à laquelle je suis aujourd'hui obligé de répondre, nous avons des corps de métier qu'il faut revaloriser au SMIC. C'est-à-dire que quand on applique la valeur du point multipliée par le point, on arrive en dessous du SMIC. Et ces métiers-là, c'est les maîtresses de maison, c'est tout le personnel technique, c'est les surveillantes de nuit, c'est des métiers pour le coup, qui sont comme tous les métiers essentiels, mais qui sont au SMIC. Voilà. Avec des primes parce qu'ils vont faire des nuits, et avec des primes parce qu'ils vont bosser le dimanche. Mais du coup, c'est quand même des contraintes fortes. Et bien sûr, heureusement qu'ils ont les primes, mais ça ne va pas les amener très très haut. C'est pas du salaire, donc ça rentre pas dans la retraite. Et on va dire, grosso modo, avec toutes leurs primes, ils vont être à 1007 par mois, quand ils sont à temps plein et quand ils bossent bien, quand ils ont eu les dimanches et tout ça. Donc on a des recherches qui vont être à cet endroit-là, d'essayer de faire remonter au maximum sur un plan national des éléments chiffrés qui vont nous permettre aussi de ce que j'expliquais tout à l'heure, nous fédérer et nous permettre de faire remonter aussi au niveau de l'État les besoins, ou au niveau des collectivités territoriales aussi les besoins. Mais on n'a pas ce réflexe-là, et on a de plus en plus du coup cette volonté-là d'aller effectivement s'appuyer sur les universités pour essayer de permettre des temps de recul qu'on n'a pas vraiment sur ces problématiques-là. Comment on peut l'attraper différemment? Est-ce qu'il y aurait une vision un peu plus sociologique qui permettrait du coup de nous aider aussi et de soutenir des actions concrètes qu'on pourrait mettre en place dans nos établissements. Et ça, c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait un peu plus ce réflexe-là. On travaille avec l'IRTS aussi dans le cadre des POA, donc c'est
Parcours, le P, jamais j'y arrive. Parcours optionnel d'approfondissement. Donc, c'est aussi comment, entre les futurs éducateurs, futurs assistants sociaux, futurs professionnels, on va mailler des axes de recherche qu'ils vont avoir en tant qu'étudiants. Et puis, nous, ce qu'on va repérer sur le terrain. Donc, c'est toujours très, très riche d'échanges et d'enseignements quand on est sur des actions comme ça. Et sur l'établissement, on a eu la chance d'avoir le financement possible en lien avec une réponse aussi à un appel à projet, mais là, qui était plutôt culturel. On a travaillé donc pendant 2 ans avec des artistes sur un projet spécifique en lien avec les jeunes et on a eu la chance d'avoir une sociologue. Le financement d'une sociologue, parce que c'est quand même un financement qui est pas, voilà, qui est très, très cher. Mais c'était super parce qu'elle a réussi à nous amener à voir complètement par un autre biais, par un autre regard, toute l'action culturelle qu'on avait mis en place auprès des jeunes et en lien avec les professionnels. Et elle nous a amené vraiment un tout autre regard. Donc oui, c'est bien sûr très riche. Oui, ça ne fait pas partie vraiment de nos réflexes. Et en même temps, on est en lien avec l'IRTS, on est moins en lien avec l'université. Et du coup, je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus proactif par rapport à ça. Juste, si je peux rajouter 2-3 choses. La question de la recherche, pour moi, c'est déjà de pouvoir collecter de l'information, collecter beaucoup d'informations pour pouvoir en faire une analyse et éventuellement des propositions d'action. Aujourd'hui, à l'échelle de la protection de l'enfance, quel serait l'organe ? Enfin, alors, comme l'a dit Ingrid Verkusen, il y a quand même le mouvement des fédérations qui va pouvoir travailler avec les ministères ces questions-là. Mais au niveau du département, c'est l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance qui est l'organe partenarial qui permet de faire un état des lieux, de pouvoir un petit peu logiquement déterminer le schéma et la politique qui devrait être à suivre. Et justement, cet organe, comment il fonctionne aujourd'hui ? Est-ce qu'il est efficient ? Est-ce qu'il n'est pas efficient ? Ça vaut le coup de regarder comment ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est une boîte de consulting qui a été recrutée pour faire une analyse des données, un petit peu. Donc, ils ont eu un laps de temps qui était assez court pour aller rencontrer des professionnels, rencontrer des personnes accompagnées, rencontrer des associations, des partenaires. Puis, il y a eu 2 journées entières, c'était des demi-journées, je ne me rappelle plus, où tous ces partenaires ont été réunis. Et avec un jeu d'animation, de table ronde, paf, à la fin de la journée, c'était fini, quoi. Voilà. Et de ça, c'est le schéma départemental qui va être travaillé. Bon, mais ça me questionne justement dans cette capacité à venir apporter de la matière de recherche et de science sur des chiffres qui devraient être mis à jour. Aujourd'hui, sur la sortant de la protection de l'enfance, on ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a rien qui existe. Il n'y a pas l'outil qui permet de se dire, tiens, un jeune à 2 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 10 ans, comment il s'insère ? Est-ce que son parcours protection de l'ASE ? Alors nous, en tant qu'ADEPAP, on essaye d'être... c'est que les gens nous, c'est de la libre adhésion. Les gens que nous rencontrons, ce n'est pas significatif de tous les gens qui ont un parcours à l'ASE, bien sûr. Mais voilà, il faudrait pouvoir interpeller. On essaie d'interpeller les départements, de se dire, mais il faut mettre en place des outils. Si vous n'y arrivez pas, on peut y réfléchir ensemble. Mais voilà, il faut qu'il y ait ce temps. Comme on l'avait dit aussi, voilà, il y a le temps de l'analyse. On en reparle. Alors, sur la question de la recherche, l'association pour laquelle je travaille a participé à de nombreux processus de recherche, dont un sur lequel moi j'ai participé, qui s'appelait il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, qui était porté par l'ANSA, l'Agence nouvelle des solidarités actives, recherche-action, logement prioritaire. C'est consisté à pouvoir, par exemple, qui était la logique du logement d'abord qu'évoquait Elsa tout à l'heure, proposer à des personnes en grande difficulté d'accéder directement à un logement sans passer par un process d'hébergement. Bon, chose très intéressante au demeurant, aucun problème, et avec à ce moment-là un support théorique, une vision que portait la DIAL de l'époque sur ce qu'était la logique du logement d'abord. Et donc, on a participé à cette recherche, pour exemple. Et moi, ce qui m'interroge toujours dans le fait de participer à une recherche, c'est quel est l'impact de la recherche ? Comment c'est pris en compte pour modifier, adapter la réalité et s'adapter aux besoins, en fait, rencontrés. Et cette recherche-là, elle a débouché à la constitution, recherche à laquelle on a participé, donc on y a apporté notre caution,
nos chiffres, notre travail, nos comptes rendus. Enfin, je veux dire, on a alimenté grandement. Et ça a débouché pour partie du moins, sur la pensée de la politique du logement d'abord en France, qui repose essentiellement sur un dispositif qu'on appelle l'intermédiation locative et qui est payé 6 € par jour. Donc, qui est à l'opposé des besoins que nous avons fait remonter, qui est à l'opposé de l'organisation du travail que nous avons fait remonter, qui est à l'opposé d'à peu près tout le sens du travail social. Et on est venu porter notre caution à ça. Alors, moi, le process de recherche, je suis d'accord, je ne suis pas attaché à la question de la formation, à la question de la transmission, à la question de l'élaboration, de la conceptualisation par hasard. C'est quelque chose qui m'intéresse. Tout dépend pourquoi c'est faire et qu'est-ce qu'on fait de cette recherche-là. Parce que des recherches, des formes de... Alors moi, c'est pas de la recherche scientifique telle que vous pouvez la faire vous, ici, et sous sous couvert de la faculté, mais nos tiroirs, nos armoires sont pleins de projets qui, dans leur diagnostic, font état de recherches les plus intéressantes les unes que les autres, plus vraies, plus justes les unes que les autres, et qui ne servent et ne mènent à rien, puisque elles ne sont pas en accord avec la façon de mener la politique publique, par coup d'appel à projet, on en parlait tout à l'heure, et ni les objectifs poursuivis par cette politique publique, puisque finalement, c'est pas tellement ni l'action, en tout cas pour ce pouvoir, qui compte, ni le sens de l'action, mais la communication. Et donc, toutes les recherches qui pourraient être faites là maintenant, elles seront toutes très intéressantes, très pertinentes. Moi, on a participé à tout un tas de trucs, recherche sur la question de l'emploi, avec la FAD, la Fédération des acteurs de la solidarité, les médiations actives à l'emploi. Bon, il n'empêche que ça n'a pas modifié le fonctionnement de l'insertion par l'activité économique. Alors, par là même qu'on le montrait. Donc, voilà, moi je suis très pour sur un plan idéologique, il n'y a pas de problème, mais dans la réalité, la recherche a du mal à se trouver une place sur l'impact qu'elle peut avoir sur les politiques publiques. Et ça, c'est quand même un écueil qu'il faudra arriver à remédier d'une façon ou d'une autre. J'ajoute, pour faire un écho à ce que disait ma collègue, parce que c'est très important qu'on en ait la conscience, que tout ça se passe dans un contexte et que ce qui pourrait venir à l'appui de cette recherche-là, venir renforcer les moyens, le financement de nos structures, le sécuriser pour permettre de payer des salaires qui soient à la hauteur de la compétence, de l'engagement et de la qualification des professionnels, eh bien on se retrouve aujourd'hui avec des conventions collectives où les gens du groupe 1, chez moi, eh bien pour avoir une augmentation de salaire, il faut qu'ils attendent 11 ans d'ancienneté. Voilà la réalité du travail. Et je ne voudrais pas que d'aventure, la recherche vienne cautionner une telle saloperie. Voilà. Ouais, pour aller un peu plus loin dans le propos de Vincent. Moi, je pense que on peut faire plein de recherches. Rien ne bougera tant que la société dans laquelle on vit ne bougera pas. Et je pense que le monde du travail social continuera à aller de plus en plus mal tant que le monde extérieur au travail social, on en fait partie de ce monde. Mais en tout cas, on ne le détermine pas, on le voit bien. Donc tant que ce monde ne bougera pas, ça ira de moins en moins bien dans le monde du travail social. Alors comment faire en sorte que ce monde bouge ? Bon, vous avez le droit de vote. Je ne suis pas certain que l'offre politique aujourd'hui réponde vraiment à cet enjeu qui est de transformer de manière très conséquente le monde économique et social dans lequel on vit. Tout à l'heure, je parlais de la création d'une seconde modernité. Je vous invite à lire le manifeste que vient de publier un collectif qui s'appelle Osons les territoires. Donc si vous tapez Osons les territoires, allez voir ce que ces gens-là racontent autour de Pierre Calam. Je trouve que c'est très, 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 très inspirant, très éclairant.
sur ce monde que je pense aujourd'hui on est invité à construire ensemble. Et qu'on ne construit pas. Hein. On continue à aller toujours... c'est toujours la première modernité. Parce qu'on n'a pas de plan B. Vous savez, pendant le Covid, on a tous parlé du monde d'après. Puis on était tous là, ouais, il va y avoir le monde d'après. Ben, il n'y a pas eu le monde d'après. Hein. Enfin, le monde d'après, c'est le monde d'aujourd'hui. Hier, j'entendais que dans le transport aérien, il y aura encore plus de transport aérien en 2023 qu'il y en avait en 2019, qui était l'année du summum. C'est vraiment très, très, très consternant. Donc, il faut qu'on pense le monde d'après, qu'on prenne le temps de le construire ensemble. Donc, vous irez aussi vous taper The Shifters, S-H-I-F-T-E-R-S, ça veut dire transition, en anglais shift. Pour voir tout ce que ces gens-là racontent, là aussi, c'est assez éclairant du point de vue de l'économie. Du point de vue social, c'est Osons les territoires, je trouve, qui est très intéressant. Et les deux vont ensemble. Même si le Shift Project s'intéresse de plus en plus à la partie sociale. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ce qu'on propose soit désirable. Et désirable pour tous. Sur la question des salaires, moi, je vais peut-être vous faire réagir. Mes collègues vont me dire, mais il est fou. Moi, je trouve que nos conventions collectives, la CC 66 ou la CC 51, il y en a d'autres. Et il y en a peut-être encore quelques autres. Il y a des pires. Il y a des pires. Nous défendons un dessous l'ordre du travail. Parce que dans la CC 66, qui est la mienne, c'est pareil. Hein, on a aussi, je pense que ces conventions collectives sont les modèles vers lesquels les autres doivent tendre. C'est pas nous qui devons aller vers quelque chose de mieux-disant, c'est les autres qui doivent se dire, tiens, ces conventions collectives sont intéressantes, il faudrait qu'on se pose des questions. Moi, je viens d'un univers où le patron, on travaille tous dans une même entreprise, hein, puis j'ai un patron, il devait gagner à peu près 1000 fois le plus bas salaire qui était le SMIC dans l'entreprise, 1000 fois. On vit dans un système qui permet qu'une personne, un individu, hein, même gagne 1000 fois, et 1000 fois plus de ressources qu'un autre. Il n'a pas besoin de ça pour vivre. Hein. Il sait pas. D'ailleurs, moi, j'ai des amis de promo qui me disent « Je ne sais pas quoi faire de mon argent ». Alors, il peut venir. Non, je l'ai entendu récemment. Xavier, je ne sais pas quoi faire de mon argent. Alors je lui dis, mon pauvre chéri, il va falloir prendre un bon psy. Enfin, je lui ai dit change de boîte, t'as mieux à faire ailleurs. Et dans nos conventions collectives, grosso modo, le directeur il gagne 4 fois plus que le plus bas salaire. C'est-à-dire que le SMIC, c'est les psychiatres qui gagnent peut-être 6 ou 7. De toute façon, si on leur propose pas ça, ils viennent pas bosser. Mais je suis pas d'accord avec le niveau de rémunération des psychiatres que je pense trop élevé. Parce qu'on dit, ouais, c'est des bacs plus 10, plus 12. Ouais, mais un bon chef de service, un bon directeur, je vous garantis que c'est bac plus... parce qu'évidemment, il y a une formation initiale. Mais après, s'il n'y a pas toute cette expérience et toute cette réflexion qui doit accompagner cette expérience, ce ne sera pas un bon manager ou ce ne sera pas un bon directeur. Et je ne suis pas en train de dire ça pour qu'on gagne plus, je suis juste en train de dire ça pour que les psychiatres, eux aussi, reviennent à l'échelle de 1 à 4. L'économie sociale et solidaire, c'est dedans. Je crois que c'est de 0 à 20. Mais 20, je trouve que c'est énorme. On n'a pas besoin de tout ça pour vivre. Et donc, il me semble que c'est au monde qui nous entoure de regarder, de s'inspirer de cette convention collective. Alors évidemment, c'est pas du jour au lendemain. Tout ça doit s'inscrire dans la durée. Une autre chose vachement bien de cette convention collective, je vous garantis que le monde dans lequel je viens en est loin, c'est l'absolue équité ou égalité entre les salaires des hommes et des femmes. Prenez une EduxP qui rentre, ou un EduxP qui rentre, ils sont positionnés dans la grille, puis ensuite, tac, 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 tac. Enfin, pas tous les ans, mais
C'est même la même paye en tout cas. Le monde dans lequel je viens, c'était pas ça. Hein. Garantie que les femmes gagnaient moins. Surtout quand elles avaient envie d'avoir des enfants. Ce qui est épouvantable. Je me souviens, quand mon fils aîné est né, bon, moi je les ai eus assez tard, mes enfants, donc j'avais une position de responsabilité dans la direction régionale de Veolia. Je viens voir mon patron et je lui dis, parce que j'ai besoin de son autorisation pour prendre mon congé paternité de 2 semaines. Il me regarde avec des yeux, en disant, quoi ? Il était sidéré, hein. Et puis il m'a signé mon papier, il me l'a donné, et puis pouponnait bien. Quand on sait l'importance que le père soit aux côtés de son enfant, de la mère de son enfant pendant le plus longtemps possible, hein, d'ailleurs ils le font très bien dans les pays du Nord, on a vraiment un grand chemin à faire, hein, sur ce domaine-là aussi. Donc je pense que c'est fondamentalement le monde dans lequel on vit qui doit évoluer, si on veut, et d'ailleurs ce à quoi on peut aspirer tous ensemble, c'est qu'il n'y ait plus besoin de travail social. C'est ça l'enjeu à terme, hein. Il n'y a plus besoin de travail social. Il n'y a plus de besoin. Donc on fera tous autre chose, mais autrement. Juste pour finir sur la recherche aussi, il faut savoir que ça a permis aussi de faire bouger les politiques publiques sur la sortie du dispositif des jeunes majeurs, notamment sur une recherche à laquelle on avait participé avec la Fondation Abbé Pierre, qui avait fait ressortir l'importance du coup de l'accompagnement des jeunes majeurs à la sortie du dispositif, éviter les sorties sèches au regard du nombre trop important de jeunes qui ont un parcours en protection de l'enfance lorsque du coup on regarde les chiffres des personnes qui sont accompagnées, prises en charge dans l'urgence sociale. Donc c'est des recherches aussi qui ont permis de faire remonter la volonté en tout cas forte, hein, et qui a permis du coup de rendre obligatoire au niveau des départements la signature de contrats jeunes majeurs, même si ce n'est pas respecté par tous les départements. C'est obligatoire aujourd'hui de permettre à un jeune majeur, donc quand il sort de la protection de l'enfance, quand ce n'est plus obligatoire de le prendre en charge, à partir du moment où il fait la demande à un conseil départemental, le conseil départemental doit lui signer un contrat jeune majeur. Donc cette recherche a permis notamment cette avancée très importante en protection de l'enfance. Donc la recherche a du sens. Merci beaucoup. On est sur la fin de la matinée, ça nous laisse le temps d'échanger pour qu'on puisse quelques minutes encore profiter d'Elsa, mais ça nous permettra tout au long du repas de continuer à échanger sur toutes les questions qui vous intéressent. Je note quand même que quand on a parlé recherche, vous avez absolument jamais cité l'IRTS Montpellier. Si, c'est vrai, tu as raison, Grid. C'était pour expliquer pourquoi. Non, c'est vrai que tu as entendu, mais c'est vrai qu'on fait pour t'embêter, Manu, c'est tout. Ouais. C'est pour ça. C'est vrai. Donc, mais c'est pas le réflexe qu'on a. Et donc, comme c'est des grandes discussions que nous avons de manière régulière sur la place des IRTS et du travail social dans la recherche, je le soulignais aussi. Et finalement, quand on parle recherche, on parle université. Ce qui fait que je vais confier le micro à Benoît pour qu'il puisse conclure cette matinée. Pour avoir une conclusion scientifiquement rigoureuse. J'ai 5 minutes. Non, mais de toute façon, c'est pas une conclusion générale, mais je voudrais rebondir sur vos propos parce que ce que vous avez dit, chacune et chacun de la recherche, renvoie à la fois à vos expériences propres avec le monde de la recherche, le moment où vous l'avez rencontré ou pas, comment vous l'avez expérimenté, mais ça renvoie aussi à plusieurs manières de faire de la recherche et à plusieurs usages politiques de la recherche. Donc je suis d'accord avec vous, on est dans une situation où le rapport du pouvoir politique à la recherche est plus qu'ambigu. On le voit en particulier sur les questions environnementales. Et après, c'est aussi intéressant de voir comment la recherche elle-même est souvent extrêmement ingénue, pour rester gentil, dans le rapport de la recherche au pouvoir politique. C'est assez étonnant de voir comment tous les collègues des sciences dites dures sont en train de découvrir qu'en fait, l'État n'écouterait pas tout simplement ce que disent les chercheurs. Ils ont beau être au GIEC. Alors c'est assez intéressant puisque ça doit être hier qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait bien redonner toute sa place à la recherche française sur la scène internationale.
mais on y est déjà. On a des chercheurs au GIEC. Si ça, c'est pas une belle plateforme internationale pour montrer l'importance de la recherche. Et là, tout à coup, on a des chercheurs qui signent des pétitions disant on n'est pas content, en fait, on n'est pas du tout écouté. Donc oui, effectivement, la recherche peut ne pas du tout être écoutée. Et la remarque que vous avez faite sur la manière dont un gouvernement peut à un moment, surtout d'abord et avant tout, communiquer et ne pas être dans l'action. Ça fait partie des choses qu'on apprend aussi à nos étudiants, à bien discerner ce qui relève du discours, ce qui relève ensuite de la mise en pratique des choses. Et il se passe, sous ce gouvernement-là en tout cas, des choses extrêmement intéressantes en matière d'annonces très ambiguës, dans la manière de présenter les choses. Et je rebondirai sur l'exemple encore qu'il y a eu la semaine dernière au Quorum, où on a une déléguée interministérielle qui, à propos de la revalorisation des métiers du social, vient expliquer que oui, c'est très important, il faut augmenter les salaires. Mais en même temps, est-ce que l'État peut s'engager là-dedans alors que c'est les collectivités qui vont assumer ça ? Que tout à coup, on se rend compte qu'on a un État qui s'inquiète de la manière dont les collectivités vont devoir assumer les choix nationaux et qui, après avoir fait un long laïus sur les nécessaires revalorisations, vient conclure en disant que mais ce qui est le plus important, c'est que la valeur du travail social, elle est portée d'abord et avant tout par les travailleurs et travailleuses sociales grâce à leur sourire. Je pense que ça nous en dit beaucoup d'un discours qui, en fait, touche à toutes les dimensions d'un problème sans jamais en traiter une seule. Sérieusement. Après, la recherche, et vous l'avez très bien dit, à un moment peut venir répondre à une véritable interrogation des pouvoirs publics. La recherche, elle peut être là pour légitimer, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être l'État, les collectivités territoriales qui vont se dire tiens, on va lancer une recherche. Moi, j'ai participé à ce genre de truc c'était il y a une quinzaine d'années, à l'échelle d'une communauté de communes. Ils se demandaient si on allait développer les circuits courts et ils voulaient qu'on lance une recherche-action pour savoir exactement ce qu'il fallait faire. En fait, ils avaient déjà décidé ce qu'il fallait faire. Et la recherche-action a conduit à des conclusions totalement inverse de ce qui a été prévu. Parce que ce qui était prévu en même temps, il n'y avait pas besoin de sortir avec un bac plus 12 de l'université pour se dire que faire un annuaire écrit des producteurs qu'on distribuerait dans les boutiques de producteurs ne permettrait en aucun cas d'aller toucher un large public qui n'irait pas dans ces boutiques. On était vraiment sur du domaine d'expertise très bas niveau. Cet annuaire a bien entendu quand même est sorti derrière. Mais il y a parfois une véritable interrogation. C'est-à-dire que, et les périodes de crise sont intéressantes, parce que parfois, oui, dans les collectivités en particulier, ça c'est plutôt au niveau des collectivités que ça se joue, pas toujours, mais on peut avoir un moment véritablement des chefs de service qui vont faire remonter une demande en disant là, en fait, on n'en peut plus, notamment parce que nos travailleurs sociaux sont à bout, on leur fait faire des procédures, on les lance dans des dispositifs qui ne mènent à rien et on a besoin à un moment de venir réfléchir. Et ça peut conduire, par exemple, typiquement, en protection de l'enfance, ça a produit de l'effet, parfois ça n'en produit pas. Donc, parfois, il peut y avoir quelque chose d'intéressant qui se fait. Mais ce n'est pas en ayant recours à des cabinets d'audit ou des cabinets d'études qu'on fait de la recherche. Ça, c'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai entendu votre souci déjà d'une production de données. Ça, c'est de l'observation. Est-ce que c'est de la recherche ? Oui, la recherche est là en amont pour déterminer quelles sont les données à aller chercher, les bonnes conditions dans lesquelles on peut aller chercher. Après, ce qu'on peut en faire, ça renvoie à plusieurs questions que vous avez soulevées chacune et chacun dans votre domaine d'expertise. C'est-à-dire que la manière dont on évalue ce que vous faites n'a rien à voir avec les effets sociétaux et sociaux de ce que vous produisez. Je le prends, et c'est pour ça qu'on pourra rebondir sur la question de la protection de l'enfance ou dans d'autres secteurs. Qu'est-ce qu'on fait ? On produit le nombre de places, le nombre de dossiers qui ont été traités, mais on ne s'intéresse jamais, en fait, aux trajectoires des jeunes qui sont pris en charge par la protection de l'enfance, de ce qu'est leur vie plus tard. Ou alors on va avoir des petites études qui vont être faites comme ça. Mais la recherche peut être là aussi pour accompagner certaines structures qui s'interrogent. Typiquement, en matière de prévention de l'enfance, il y a une association Héroltès qui s'interroge sur son utilité sociale. Et qui là veut, bien entendu, qui a un objectif qui est de montrer aux financeurs qu'il faut aller au-delà des indicateurs qui sont utilisés, mais aussi parce que ça permet à la structure de s'interroger aussi sur sa propre stratégie et sur les actions qui sont les plus pertinentes à mettre en œuvre. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas tant de la recherche que de la recherche-action. C'est une autre manière de faire de la recherche. C'est une manière de faire de la recherche qui est construite avec et pour les acteurs, et qui est conduite avec les acteurs. Et le but du jeu, typiquement, de ce type de recherche-action, c'est de fournir à une structure ensuite les outils qui lui permettront de continuer à explorer les questions qu'elle aura voulu soulever. Et je dirais que cette recherche-action-là, et je rebondirai du coup, et je m'arrêterai là-dessus,
historiquement, elle est au cœur du travail social. Elle est au cœur du travail social tel qu'il peut être revendiqué dans sa constitution en France, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, les ambiguïtés des origines du travail social, les démarches caritatives, etc. Mais je pense que dans les années 70, ce qui va s'affirmer, c'est d'abord et avant tout un travail social émancipateur. Et dans cette logique d'un travail social émancipateur, il y a l'idée de la montée en compétences, aussi bien des publics que des travailleurs sociaux, qui soient partagés et construites en fait en permanence et en interaction. Cette démarche, effectivement, elle renvoie à la logique de l'enquête de John Dewey. Donc, dès les années 20, se pose cette question-là de la compétence des publics. Et on voit bien comment aujourd'hui, en fait, on est un mouvement, on est dans une période historique, vous l'évoquiez tout à l'heure, celle de l'effondrement climatique, mais c'est un effondrement social, moral, qui est en fait un effondrement de la démocratie, parce qu'il y a un mépris total aujourd'hui affiché par l'État du savoir qui est produit par la recherche, du savoir qui est produit par les professionnels, du savoir qui est produit par les publics, et au profit d'un savoir d'expertise extrêmement isolé du reste de la société. Mais moi, je ne désespère pas. Quand même, comment ? Ouais, non, je le souligne parce que je reviens par exemple au boulot qu'on mène avec 3 structures sur la EMO, avec le boulot qu'on mène avec APS 34, puisque c'est l'association sur la prévention spécialisée. On voit bien qu'on arrive à avancer très concrètement sur le terrain, à se lancer, à faire des trucs et qui produisent, certes, pas des effets révolutionnaires. On ne va pas, par cette démarche-là, transformer les structures sociales. Mais ça nous permet quand même, dans ces structures sociales-là, effectivement rigides, de trouver des espaces d'innovation et des espaces dans lesquels les travailleurs sociaux peuvent se ressaisir de leurs propres compétences à produire du savoir. Et ça, je pense que c'est une démarche qui est importante et qui est fondamentale. Et c'est ce que je voulais dire, en fait, mais je me suis égaré avec la fièvre, mais je voulais rebondir là-dessus. Ça, c'est un enjeu fondamental dans la formation des travailleurs sociaux. Et c'est quelque chose qui doit se travailler dans les EFTS, qui doit se travailler à l'IRTS. Et je pense que la phase d'interrogation de l'IRTS aujourd'hui sur la place de la recherche à la fois dans le fonctionnement de la structure, de faire ESS, la production de savoir ici et en même temps l'accompagnement des étudiants à l'apprentissage de la recherche sont des questions essentielles. Et ça suppose, on le voit bien là dans le travail qu'on fait, Manuel et moi, depuis maintenant, j'allais dire plusieurs mois, mais plusieurs années maintenant. Non, c'est que des mois. Mais non, mais tu vois le travail qu'on fait même on est en train de revenir, nous, on est en train d'essayer de remettre en œuvre ce qui a été tout le travail de partenariat qu'il y avait entre l'IRTS et l'université sur les formations, que la logique d'universitarisation, c'était quoi ? C'était 2017, a fait exploser tout à coup. Paradoxalement, l'universitarisation des formations du social a conduit un détachement des IRTS de l'université. Et on est en train d'essayer de renouer ces liens. Donc en fait, ce qu'on observe nous juste dans nos pratiques, c'est il faut décloisonner d'un point de vue disciplinaire. On ne vient pas du tout des mêmes disciplines tous les deux, mais on arrive à quand même construire une réflexion commune. On n'appartient pas aux mêmes institutions, on a des organisations qui fonctionnent de manière très différente, mais non, cette logique du décloisonnement dont on parle en permanence dans le travail social, elle doit se penser à tous les niveaux et dans tous les domaines d'action. Voilà, donc moi je reste quand même très optimiste sur la capacité à faire des trucs, au moins pour pouvoir de temps en temps, certains soirs, rentrer chez soi en se disant ouais, on a fait des trucs, on peut peut-être faire un peu bouger les choses, voilà, ces moments dont on a besoin avant de replonger dans le cycle noir, obscur, qui parfois dure des mois et des mois, mais au moins avoir des petits moments comme ça de cycle, un peu de phase haute de cycle qui nous permettent de continuer d'avancer. Et pour moi, je sais que là, par exemple, typiquement, quand je vais rentrer chez moi, aujourd'hui, j'aurai l'impression qu'on a au moins réussi pendant un temps à faire quelque chose de positif, à poser les bases de quelque chose qui nous permettra peut-être d'avancer de manière différente les unes des autres, mais voilà, je tiens donc à vous remercier particulièrement d'avoir pris votre matinée pour venir échanger avec les étudiants. Je pense que c'est important pour eux ce type de temps d'apprentissage aussi, de voir la diversité des regards et des analyses que vous portez sur vos pratiques et sur le domaine dans lequel vous travaillez. Et puis en fait, ce n'est qu'une première étape parce que vous avez soulevé à nouveau de nouvelles questions qui nous montrent qu'il faut continuer d'aller creuser encore. Mais ça, c'est le propre de la recherche finalement que d'arriver à de nouvelles questions. Donc merci beaucoup et je vous propose que maintenant on prenne des temps d'échange beaucoup plus informels. Merci beaucoup.